On a donc notre camarade Rémi qui est venu de Marseille. Il était déjà venu l'année dernière, un petit peu avant les élections, pour nous faire une petite conférence justement sur le vote C'est ça. de Zemmour. Et donc là, il va nous parler d'un sujet qui est très actuel, qui touche tous les Français. Donc c'est sur l'inflation. On va le laisser exposer sa conférence. N'hésitez pas à marquer vos questions si vous voulez prendre voilà, des notes et vous lui poserez les questions à la fin. On est pris par le temps, c'est pour ça qu'on lance un petit peu la conférence, même s'il y a des retardataires. Parce qu'à 21h05, nous, il faut qu'on décolle pour que je te ramène à la gare, parce qu'ils viennent de Marseille. Donc voilà. Euh, Juste, il faut faire une petite présentation aussi, parce que tu as une maison d'édition. Exactement, Donc, Belle de Mai euh, édition. donc voilà. Je vais te laisser la parole, comme ça au moins je te laisse vous présenter ta maison d'édition Donc et c'est à la suite ta une maison conférence. d'édition qui fait des rééditions de livres de droit, en particulier l'école d'action française, Charles Maurras, Bainville, etc., etc. Mais là, du coup, je vais vous parler, pour commencer, d'un autre, un historien de l'école d'action française, qui s'appelle Pierre Gaxot, qui est surtout connu pour son classique La Révolution française, et qui, justement, par rapport à cet événement considérable de notre histoire, a écrit: L'inflation, c'est la facilité, l'illusion, le péril à journée, la difficulté remise au lendemain. Et ce qu'il disait donc au moment de la Révolution française, au moment des assignats, est d'une actualité brûlante. Les assignats, c'est-à-dire, c'était des prêts hypothécaires gagés sur les biens du clergé, qui en fait ont été transformés en une monnaie papier, la première depuis le système de John Law en 1720, qui avait été un échec total. Et donc cette réalité-là, il l'a décrit un peu plus avant en disant que l'inflation, ou plutôt même on peut dire l'hyperinflation, c'est l'impossibilité d'arrêter les émissions sans une crise effroyable, c'est la dépréciation accélérée des billets à l'égard de l'argent, le bouleversement des fortunes, l'élévation du prix de la vie allant de pair avec l'accroissement des moyens de paiement, la désorganisation du commerce, la misère générale. Ce que nous venons de vivre ces derniers mois, c'est-à-dire une actualité économique qui ne parle pratiquement que de ça, que de l'inflation, avec du coup des Français qui constatent en faisant leurs courses qu'ils perdent en pouvoir d'achat. C'est une situation du coup qui n'est pas nouvelle, qui est déjà arrivée et qui est un événement qu'il faut quand même bien préparer parce que ça amène un certain nombre de problématiques. Ce que je vais essayer de démontrer là, c'est que l'inflation, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on nous raconte. Après, effectivement, on nous a dit c'est la reprise du Covid. Il y a eu un rebond technique avec le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu une croissance qui était plus élevée que la moyenne, autour de 7,5 pour la France. Mais ça n'était que le résultat du fait qu'il y avait eu un effondrement total du PIB à cause de l'arrêt des économies liées au confinement. Et si vous voulez, cette guerre en Ukraine est en fait le manteau de Noé, pour utiliser une expression de Politique Magazine, qui dissimule en réalité la politique de la BCE, la politique de l'Union européenne depuis des années. Par exemple, j'avais écrit un article en 2008, avril 2018, pardon, pas 2008, en avril 2018, donc bien avant tout ça, le Covid, la guerre en Ukraine. Et je disais, cette politique de l'Union européenne, de la BCE, elle génère de l'hyperinflation, ce qui entraîne de gigantesques déséquilibres. Et je m'appuyais en fait sur les analyses de Pierre Jovanovic, qui est très présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Vous devez peut-être le connaître. Et un peu plus tard, le 25 juin 2020, donc après le confinement, dans un article qui s'appelle «L'usure, c'est le vol», j'avais souligné par rapport à un prêt en fait, de la BCE qui avait fait un prêt à un taux négatif de moins 1%, un prêt à l'ensemble un ensemble de banques européennes qui représentait quand même 1300 milliards d'euros. Donc en fait, si vous voulez, c'est un cadeau de nous, les contribuables, aux banques privées, à hauteur de 13 milliards d'euros, ce qui est considérable. Donc si vous voulez, cette décision, eh bien, c'est l'une des causes qui fait qu'aujourd'hui, il y a une hausse des prix qui est constatée, en particulier par rapport à l'énergie, puisque c'est la crise énergétique
qui est au cœur de l'actualité économique depuis quelques semaines. Alors, autre analyse que j'avais faite, j'avais écrit, donc, outre l'hyperinflation, auquel ce méga prêt va inéluctablement contribuer, le bien commun des Français est littéralement volé. Et là, je rebondis avec une autre citation de Pierre Gaxotte dans la Révolution française. Mais les billets ont de la valeur, moins les billets ont de la valeur, plus il en faut, plus on imprime, plus ils baissent. Chaque dépréciation nécessite une nouvelle émission. Chaque émission en entraîne une dépréciation. Donc voilà ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on nous annonce des plans de sauvetage très importants, des tonnes et des tonnes de milliards qui sont injectés dans l'économie. On nous donne l'impression que c'est génial, que c'est un moyen de financer l'investissement, etc. En réalité, ça ne fait que nous appauvrir, ça ne fait que réduire notre pouvoir d'achat. C'est pour cette raison que j'ai proposé comme titre de ce topo l'engrenage fatal, puisque plus on avance dans le temps, plus la situation est pire en fait, puisque pour trouver des solutions, on va jouer la carte de la facilité en du coup lançant des nouveaux programmes qui sont de plus en plus massifs en termes de milliards, de trilliards, etc. Justement, l'autre problème par rapport à ça, c'est que du coup, il y a une pression qui est normale de la part des salariés. Quand vous avez une perte de pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous réclamez des hausses de salaire. Donc, c'est ce qui se passe. Là, par exemple, récemment, il y a eu les raffineries de la Med et de Fos, hein, c'est-à-dire Esso et Total qui se sont mis en grève pour réclamer des hausses de salaire. Pareil, les agents d'EDF qui ont du coup aussi lancé un mouvement de grève là, très récemment pour justement réclamer un meilleur salaire. Le problème en fait, c'est que c'est pas une solution, puisque du coup, si les entreprises elles voient du coup leurs dépenses en termes de salaire augmenter, elles vont devoir donc impacter ça sur les prix, et donc ça va nourrir encore plus l'inflation. Donc la solution, elle est à trouver ailleurs, et c'est la grande difficulté, puisque nos dirigeants ne comptent pas en fait essayer de trouver d'autres solutions que celle qui est donc de produire toujours plus d'argent. C'est comme de la drogue, quoi. C'est une fois que vous avez commencé, comme l'héroïne par exemple, une fois que vous avez commencé, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ensuite, donc justement par rapport à ce que je viens de dire, j'avais écrit donc, le 16 novembre 2021, bien avant la guerre en Ukraine, qu'on ne s'y trompe pas, si elles paraissent légitimes, ces augmentations ne feront que provoquer un effet boule de neige, hausse des prix et des salaires s'alimentent mutuellement. Nous voici empêtrés dans un guêpier duquel il est difficile de réchapper. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le 17 décembre 2020, la Commission européenne en fait, a lancé un programme qui s'appelle le Next Generation EU, qui consiste à injecter dans l'économie de la zone euro 2000 milliards d'euros. Donc c'est de l'argent qui crée à partir de rien, et c'est de l'argent qui ne fait que nourrir la hausse des prix. J'aimerais, dans un deuxième temps, revenir sur les raisons profondes du marasme dans lequel nous nous trouvons. La cause première, c'est en fait la crise des subprimes, donc une crise qui a été déclenchée aux États-Unis en 2007-2008, qui est en fait liée à des financiers qui voulaient absolument gagner de l'argent en prêtant aux plus pauvres, à ceux qui ne sont pas solvables, et en se disant que même si ces gens-là ne remboursent pas leurs prêts, c'était des prêts hypothécaires, c'est-à-dire ils leur donnent une maison, entre guillemets, ils leur donnent les moyens d'avoir une maison à crédit, et de toute façon, s'ils ne peuvent pas rembourser, c'est pas grave, puisque comme ils avaient calculé en fait une tendance haussière du marché de l'immobilier, ils se disaient, bon bah si la personne ne rembourse pas, tant pis, on récupère la maison et on la revend et on fait une plus-value. Sauf que
à l'été 2007, eh bien, le marché de l'immobilier américain, il a commencé à baisser. Et voilà le point de départ de la crise des subprimes, avec du coup un crack boursier, c'est-à-dire les bourses américaines, puis européennes, japonaises, etc., qui ont connu une très nette baisse. Qu'est-ce qu'ont dû faire les dirigeants européens et occidentaux plus généralement? Eh bien, ils ont sauvé le système bancaire, en fait. Le système bancaire était à l'arrêt. Il y a eu en particulier ce qu'on appelle la crise du prêt interbancaire, c'est-à-dire que toutes les banques étaient en faillite et donc elles n'étaient pas capables de se prêter les unes aux autres. Et dans ce cas-là, c'est la Banque centrale en fait, qui joue le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui doit injecter de la monnaie dans l'économie pour éviter que le système s'écroule. Ensuite, cette crise, elle a été symbolisée par une seule banque qui, elle, n'a pas été sauvée, c'est la banque Lehman Brothers. Ensuite, il y a eu en fait un impact très important sur la zone euro, donc là ça nous concerne, avec une forte hausse des obligations, donc les obligations des États, c'est-à-dire que les États empruntent au marché pour financer leurs dettes, et des pays comme la Grèce ou l'Espagne, c'est-à-dire les pays les moins prospères de la zone euro, eh bien, ont été mis en difficulté par rapport à ça, ce qui a obligé en fait la BCE, la Banque Centrale Européenne, du coup, eh bien, de s'engager dans cette politique folle que j'évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celle de la création monétaire gigantesque qui donc crée l'hyperinflation. Donc à la base, le premier qui a fait ça, c'est Jean-Claude Trichet, c'est un Français, et son successeur, Mario Draghi, a poursuivi donc, en accordant des prêts à taux zéro à des banques, principalement espagnoles et italiennes, c'est celles qui sont le plus en difficulté, et en contrepartie de quoi elles doivent acheter de la dette publique du pays de la zone euro, donc une sorte d'arrangement comme ça, qui ensuite a été poursuivi à partir de mai 2015 par ce qu'on a appelé la politique du quantitative easing, qu'on peut traduire donc par l'assouplissement monétaire, c'est-à-dire en fait un terme technique qui est là pour masquer la réalité, puisque c'est ce qu'on appelle tout simplement la planche à billets. La planche à billets, si on utilise cette expression-là, ça va beaucoup plus faire peur parce qu'on sait très bien que c'est une sorte de triche et qui amène donc une situation d'hyperinflation. J'ai parlé donc des assignats durant la Révolution française, mais il y a une autre encore plus spectaculaire qui est arrivée un peu plus récemment dans notre histoire, c'était en Allemagne dans les années 20, où pour acheter une baguette, enfin du pain, il fallait sortir une brouette de billets de banque, c'est-à-dire que la monnaie était totalement dévaluée, et donc ça a causé des déséquilibres qui ont eu comme conséquence finale eh bien, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc cette inflation, elle a des racines qui sont pas si récentes, mais elle n'a pas été visible, hein, puisque entre 2015 et 2020, 2021, il s'est quand même passé pas mal d'années. Pourquoi ça n'a pas été visible? Parce qu'en fait, ça a surtout eu comme conséquence de créer des bulles. Alors, la plus célèbre, c'est celle du Bitcoin, mais il y a aussi des bulles immobilières, notamment les prix de l'immobilier qui, dans les grandes métropoles, à Paris en particulier, ont explosé à partir de ce moment-là. Et donc, au moment de la crise du Covid, là, il y a eu aussi un krach boursier très important au moment où il y a eu les annonces du confinement. Et c'est là où vraiment on a changé d'échelle en fait. Puisqu'il a fallu pour sauver les économies, eh bien, dégager une masse monétaire considérable qui fait que effectivement l'inflation elle est devenue beaucoup plus visible. Et c'est donc à partir de 2021, donc quelques mois après la fin des confinements, eh bien, que les médias se sont mis tous les jours, en tout cas les médias économiques, à parler donc, de ce problème de l'inflation.
en sachant que justement la guerre en Ukraine eh bien, a servi d'alibi en fait pour justement expliquer cette réalité-là, parce que ça permet de ne pas pointer du doigt les vrais responsables, c'est-à-dire Jean-Claude Trichet, puis Mario Draghi, et maintenant Christine Lagarde, qui du coup dirige la Banque Centrale Européenne, hein, qui est surnommée par la presse allemande, qui connaît bien justement, du fait de son histoire, les risques, les problèmes de l'hyperinflation. Elle est surnommée Madame Inflation. Donc par rapport justement à ce qui se passe en ce moment, sur cette problématique-là, eh bien, on peut faire un parallèle entre les discours donc, de Bruno Le Maire, de Macron ou de Christine Lagarde, avec des discours qui étaient donc prononcés par les révolutionnaires, qui justement défendaient cette politique complètement folle. Je pense en particulier à Mirabeau, qui défendait, qui vantait cette politique de l'inflation. Donc je vais le citer. On nous parle de la hausse des denrées, du renchérissement de la main-d'œuvre et de la ruine des manufactures qui doit s'en suivre, et qu'on nous parle donc aussi des centaines de manufactures qui n'ont point d'ouvrage, de cette foule d'ouvriers qui meurent de faim, de ces milliers de marchands dont les affaires s'anéantissent dans un repos dévorant. On vous dit que doubler ainsi le numéraire, c'est doubler en peu de temps le prix de tout, et que le même nombre d'objets à représenter ayant le double de signes, chacun d'eux doit perdre la moitié de sa valeur. Fausse conséquence s'il n'en fut jamais, car les signes étant doublés, les objets à représenter se multiplient, les consommations, les reproductions s'accroissent, 1000 choses abandonnées reprennent leur valeur, les travaux augmentent, d'utiles entreprises se forment, et l'industrie fournit une nouvelle matière à de nouvelles dépenses. Donc ça, c'est du blabla, c'est du sophisme de politique corrompue. C'est exactement ce qui se passe quand vous ouvrez votre télévision, que vous regardez BFM TV, tous ces économistes qui sont invités du coup à livrer leur expertise. On est exactement dans la même logique en fait, c'est-à-dire une logique de corruption, de mensonge à grande échelle. Donc il faut absolument se méfier de ce qu'on vous raconte dans la grande presse, Le Monde, les grandes radios, etc., que ce soit public ou privé. C'est vraiment soit des gens qui sont incompétents, soit des gens qui savent très bien qu'ils mentent, mais comme ils ont un bon salaire en échange de leurs mensonges, ils continuent à le faire. Donc par rapport à justement ce qui s'est passé il y a très peu de temps et qui fait craindre eh bien, non pas le règlement, parce qu'au début, la Banque Centrale Européenne a dit c'est provisoire, l'inflation, etc., ça va vite se régler. Au contraire, c'est de pire en pire. Ça s'est passé donc au Royaume-Uni il y a une semaine. Donc la nouvelle Première ministre a présenté son budget. Eh bien, ça a créé une panique totale, en fait, qui fait que la Banque d'Angleterre, pour éviter un krach, que ce soit boursier ou que ce soit aussi des fonds de pension, eh bien, a dû sortir comme ça 65 milliards de livres sterling. Donc, un pays qui connaît une inflation officielle de 10%, mais en réalité, quand on calcule des produits de base, on est plus de l'ordre de 50-70%, eh bien, ne fait là, du coup, en faisant ça, parce qu'ils sont dans la panique, ils sont dans l'urgence, eh bien, ils ne font qu'aggraver les choses. Donc là, je vais vous lire ce que dit Le Monde par rapport à ça. Donc le pays a connu une grave crise de confiance sur les marchés financiers. La livre sterling a atteint un point bas face au dollar et la Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence pour soutenir le marché des emprunts souverains britanniques et éviter que certains fonds de pension trébuchent. Donc les fonds de pension, c'est-à-dire ce qui paye les retraites, sont en difficulté et donc le marché des emprunts souverains, c'est-à-dire, ça signifie donc la dette souveraine, c'est-à-dire ce qui permet en fait de financer les services publics, etc. Et du coup, malheureusement, il n'y a pas que le Royaume-Uni qui ne fait plus partie maintenant de l'Union européenne, il y a aussi nous, les Européens. Exemple, l'Allemagne, qui est censée être un pays frugal, un pays rigoureux en termes financiers. Eh bien, Olaf Scholz, le nouveau chancelier, s'aligne sur la politique finalement qu'on peut qualifier de celle des révolutionnaires, qui vantait
du coup la multiplication des assignats. Je pense à un autre, j'ai parlé de Mirabeau, je pense à un autre qui s'appelle l'abbé Brousse, qui était député de la Constituante à Metz, qui disait « Qui pourra prononcer qu'un milliard de plus ?» Ça fait vraiment penser justement à Liz Truss, là, qui a dû, du coup, à travers sa banque d'Angleterre, sortir comme ça 65 milliards de livres sterling. Il dit « Qui pourra prononcer qu'un milliard de plus, loin d'être une surcharge accablante, ne sera pas plutôt un germe de vie et de bonheur? Voyez plutôt par ce nouveau secours les arts et les activités commerciales se ranimer, s'élever à de nouvelles entreprises, tenter des spéculations plus hardies, la mer se couvrir de nouvelles flottes, tous les genres de prospérité se répandant sur le sol favorisé de la France. » Encore une fois, donc, du baratin, du mensonge, de la corruption. Par rapport à ce qui là va arriver, donc le sujet vraiment crucial là, de ces jours en économie, c'est la crise énergétique, avec le gaz naturel qui prend, je vais regarder par rapport aux chiffres là, que j'ai sous les yeux, on est passé de 30 € le mégawattheure il y a un an à 200 € aujourd'hui. Vous vous rendez compte la différence? Il y a eu un pic au mois d'août là, de 350 €. Donc là, je cite Le Monde, je reprends des informations du Monde, et qu'est-ce qu'ils disent à côté dans leur article? Ils disent « Le choc énergétique est bien entendu le résultat de la guerre en Ukraine ». Alors certes, la guerre en Ukraine, ça n'arrange pas les choses, ça aggrave la situation effectivement puisqu'il y a une pénurie, mais c'est une cause qui n'est pas fondamentale, c'est une cause plus secondaire en réalité. Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine, il y aurait eu quand même une explosion des prix, notamment des prix de l'énergie, même si effectivement, là il y a une aggravation très importante par rapport au gaz naturel. Et du coup, qu'est-ce que ça produit comme conséquence immédiatement? Eh bien, c'est des entreprises qui font faillite. Il y a aujourd'hui le problème qui se pose dans toute la zone euro. Je pense en particulier à des secteurs comme les engrais, le verre, l'aluminium, le ciment, la céramique, l'acier. Toutes ces entreprises-là sont en train de couler à cause de l'explosion du prix du gaz. Prenons un exemple d'une entreprise qui est relativement connue, qui est BASF, donc une entreprise allemande. Elle a cessé donc, sa production d'ammoniac. Donc l'ammoniac, c'est utilisé pour la lessive, pour la colle, pour la résine, le vernis, colorant, peinture, etc. Donc en fait, il y a une désindustrialisation qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui se produit à une vitesse très très rapide. Par rapport du coup aux faillites qui ont lieu, le cas là, le plus médiatisé en ce moment, c'est celui de Camaïeu, donc le textile, mais aussi un papetier allemand important qui s'appelle Hackel, qui a fermé. Et soit ça va être des faillites en série, soit ça va être du coup des délocalisations vers d'autres zones du monde. C'est ce qu'a fait par exemple Balta, qui produit des tapis, qui est basé en Flandre. Il y a une solution qui est quand même envisageable, sinon c'est en fait la meilleure exploitation des déchets. Je pense que c'est ce qui va être un peu le gage d'espoir par rapport à l'économie, c'est-à-dire une optimisation de l'usage des déchets pour justement produire de l'énergie ou pour récupérer des matières premières, parce qu'un déchet, ça peut être potentiellement de la matière première en réalité. Donc par rapport à ce qui se passe sur le plan donc, de la crise énergétique, eh bien, on va avoir une nouvelle salve d'injection monétaire donc, qui va se traduire à terme par une hausse des prix. C'est demain et après-demain qu'il y a un grand sommet européen organisé par la Commission européenne qui prévoit donc, de trouver des solutions. Et qu'est-ce que les ministres français et allemands de l'économie ont dit? Eh bien, ils se disent favorables à un soutien financier, je cite, un soutien financier substantiel face à la flambée des prix, c'est-à-dire qu'ils vont encore sortir comme ça des masses d'argent qui ne vont en réalité ne rien résoudre. Donc c'est vrai que c'est un tableau assez noir que j'ai dressé, mais il faut se dire en fait que c'est justement l'opportunité pour l'action française par rapport à tout ce chaos, par rapport à toute cette déstabilisation, eh bien, de proposer un nouveau système puisque celui qui est en place a échoué. Merci.
comme je te disais, merci pour ton exposé. C'est vrai que c'est un sujet qui est très technique. Si on, en vrai, voilà, si on n'est pas un petit peu concerné, il n'est pas forcément évident d'en tirer un petit peu des leçons. J'ai pu entendre certaines choses donc, qui m'ont interpellé. Tu as parlé d'Allemagne, tu as parlé du nouveau chancelier Scholz, c'est ça? Je crois que sa politique coupe complètement avec ce qu'a été l'Allemagne pendant très longtemps, c'est-à-dire on va être honnête, le bon élève en fait de l'Europe, où justement au niveau de l'endettement, on poussait, enfin c'était plutôt justement l'économie un petit peu à papa. Donc, et depuis qu'il y a ce nouveau chancelier, l'Allemagne a fait en fait un virage complètement à 180. Est-ce que ça s'explique par rapport à la situation du Covid, où les États ont beaucoup, on va dire, dépensé? Et deuxième chose, est-ce que l'Allemagne n'est pas en train de se poser les questions et de revenir plutôt sur une ancienne politique économique qu'ils ont menée depuis maintenant 20 ans que l'UE est en place? Ouais, je pense qu'il navigue à vue, c'est-à-dire qu'il navigue dans l'urgence, quoi. C'est pas du tout ce que je pense qu'il avait prévu. Après, l'Allemagne est plus touchée par rapport au fait qu'ils ont tourné le dos au nucléaire. Donc on est un peu moins concerné que par rapport à la hausse des prix. Et ils sont très embêtés puisque leur stratégie énergétique a été orientée vers la Russie. Et du coup, à partir du moment où ça s'arrête, l'approvisionnement par la Russie de gaz naturel, du coup l'économie allemande elle est complètement à l'arrêt. Enfin, c'est très difficile, quoi. Du coup effectivement ils sont obligés là, de s'adapter puisqu'il y a une nouvelle donne qui n'était pas prévue et lui il avait certainement pas envisagé ça, mais il a pas le choix, quoi. Parce que tu parlais de désindustrialisation. L'Allemagne est encore, on va dire, un fleuron industriel de l'Europe. Donc l'Allemagne exporte énormément. Donc c'est vrai que quand on voit le prix de l'énergie à l'heure actuelle en Europe, on va prendre l'exemple tout simple de nos voisins les belges par exemple, quand on voit que certains foyers maintenant sont à 800 € par mois d'électricité, il est évident que le coût de la fabrication industrielle, voilà, on peut pas rivaliser avec d'autres pays du tiers-monde par exemple. Ouais, mais ils se sont pris une claque. Tous les industriels, là, ils se sont pris une claque. Ils ont reçu la facture de gaz. Et ils se disent, c'est mort, mon commerce, il est plié. Donc, soit ils font des grèves. Ce qui est peut-être plus intéressant, plutôt que de faire des grèves pour avoir des hausses de salaire qui, finalement, ne résout rien. À la limite, faire des grèves de consommateurs, c'est-à-dire dire à Engie ou à je sais pas qui, la facture, je vais pas la payer, quoi. Allez voir les pouvoirs publics. C'est eux qui sont responsables de ça. C'est eux qui doivent assumer les conséquences. Alors, la situation de l'Allemagne n'est pas brillante, mais nous, en France, on avait quand même l'électricité la moins chère du monde avec le nucléaire. Alors, c'est pas la faute de Macron, parce qu'il a continué ce qu'ont fait ses prédécesseurs, mais on a foutu par terre avec les pressions des écolos et tout ça. Voilà, un fleuron mondial. Donc maintenant, si on va payer notre électricité chère, c'est bien la faute de toute notre politique menée depuis 20-30 ans et sous les coups de boutoir des choix de l'Union européenne. Voilà, donc là on est une mini-Allemagne, mais on n'est pas mieux. Non, je pense qu'il y a pas de, c'est clair, il n'y a pas de meilleur pays, que ce soit au Royaume-Uni, France, Allemagne. Chacun a ses atouts, ses défauts, mais là on est tous dans la panade, ça c'est clair et net. Sur l'énergétique, l'Allemagne a plus morflé quand même. Ouais, grâce. En France, on a entendu les verreries qui ont fermé parce que c'était trop cher. Et en Allemagne, il y a 50 entreprises qui sont comme ça, quoi. Juste parce que du coup on a parlé de l'inflation, mais en fait c'est du système économique depuis maintenant des décennies qui a mené à ce que nous sommes à l'heure actuelle. Avec quand même la base de ce qui était l'or. Maintenant en fait on paye les pots cassés d'une politique économique de 30-40 ans. Donc comment peut-on, je ne sais pas si tu as pu voir un petit peu ou entrevoir une idée à nous donner, comment peut-on faire pour sortir de ce système et arriver à quelque chose qui est plutôt, on va dire, périn? Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental à changer dans le système, en fait, c'est arrêter le prêt-intérêt, le principe du prêt-intérêt qui était vraiment, durant le Moyen-Âge,
quelque chose d'illégal. Et il y a eu les Lumières qui ont justement attaqué l'Église, mais indirectement ça profitait aux banquiers, puisque ça leur a permis, en attaquant l'Église, de desserrer l'étau sur la société, et donc au fur et à mesure, eh bien, le prêt à intérêt a été légalisé. Et là justement par rapport à ça, il y a eu un phénomène relativement récent qui est les taux d'intérêt négatifs, qui montre qu'en fait le système capitaliste, qui normalement est censé protéger la propriété, et là le taux d'intérêt négatif, c'est de la destruction nette de propriété, donc ça montre effectivement que le système est en train en fait de mourir, mais c'est lui-même qui crée sa propre mort. Ce sont les dirigeants, c'est pas des bolcheviks qui ont fait ça, ce sont les dirigeants des banques centrales en fait. Et d'ailleurs je crois que ça rejoint ce qu'annonçait Marx, qui disait que le capitalisme était son propre fossoyeur. Donc finalement par rapport à ça, il avait vu juste.